Bonjour, dans Ça ne va pas de soi, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Leïla qui vient de terminer un mois de stage au sein du service Horizon. Alors même si un mois de stage c'est très court, trop court pour prendre même conscience de tout ce qu'implique le métier d'accompagnant, il nous semblait quand même intéressant malgré tout de prendre un moment ensemble pour revenir sur son expérience, ce qu'elle a découvert, peut-être appris, peut-être même ce qui l'a surprise. Bonjour Leïla, Bonjour, Tonino. merci d'avoir accepté en tout cas et d'être avec nous aujourd'hui. Première petite question, voilà, que je voulais te poser, c'est que qu'est-ce qui t'a conduit finalement à réaliser un stage au service Horizon et qu'est-ce qui t'en a donné envie? Donc à la base, je suis formée en management et marketing. J'ai travaillé plusieurs années dans le milieu de l'entreprise et au jour d'aujourd'hui, je fais un bachelier de spécialisation en psychopathologie et comme c'est une formation orientée terrain, j'étais amenée à réaliser des stages, d'abord en psychiatrie, puis ici à Horizon. Tu viens donc du marketing et aujourd'hui tu découvres le secteur social, bah, c'est un vrai virage au fond, hein. Mais qu'est-ce qui t'a poussé finalement à franchir ce cap de passer justement voilà, du marketing au monde social? En effet, c'est un virage, on peut appeler ça comme ça. Donc dans le secteur marchand ou privé, l'accent est plutôt mis sur la rentabilité, la productivité, l'efficacité, et on est donc dans une recherche constante du résultat, donc finalement au détriment de l'humain. L'humain, c'est plutôt une ressource à exploiter ou même presque un outil qui permet d'atteindre, les objectifs de l'entreprise et c'est valable et pour le travailleur qui est souvent mis sous pression, donc dans une recherche constante du résultat, et pour le client, où l'accent est souvent mis sur la maximisation des ventes au détriment de ses besoins réels. Et donc, ce qui déshumanise un peu les interactions. Tu as donc senti un décalage au niveau des valeurs? En effet, c'est bien ça. Donc, ce qui m'a amené un peu à faire enfin, une réflexion. Donc, il y a eu un déclic à un moment donné où je me suis dit, je dois apporter du sens à ce que je fais. Et donc ce qui me manquait, c'était effectivement la dimension humaine. Et donc voilà, je me suis dit: «Je vais l'apporter en me formant sur l'aspect psychologique». Donc ce qui était avant tout une pression enfin pardon, une passion pour moi. Ah oui. Et pendant ton stage, donc, si je comprends bien, tu as découvert un peu le monde du handicap de l'intérieur, sous un certain angle, on va dire, parce que ce qui se fait à Horizon n'est pas forcément ce qui se fait partout ailleurs ou ce qui se fait ailleurs. Voilà, chaque service a sa manière de travailler. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué ou surprise? Donc dans ma découverte du monde du handicap, particulièrement chez Horizon, je me suis rendu compte de la passion qui animait les gens qui travaillaient dans le secteur. Donc, pour eux, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation et donc on a l'impression qu'ils changeraient ça pour rien au monde et c'est vraiment magnifique d'entendre ça donc c'est presque contagieux. Et en même temps, est-ce que la passion, tu ne penses pas que ça peut être aussi avoir un risque d'être trop passionné par un métier comme celui-là? Ça peut être un risque dans la mesure où, ben, l'engagement peut souvent mener le travailleur à peut-être, être présent au-delà des heures du travail et peut-être à trop s'investir en en finalement au détriment de son bien-être, ce qui est pas le but recherché. Donc on peut vite, se sentir usé et ce qui peut se répercuter sur le travail, sur la qualité, du soin. Mmh, tout à fait. Parmi tout ce que tu as pu observer pendant ton stage, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le travail d'accompagnement auprès des jeunes et de leurs familles? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de réaliser à quel point le travail d'accompagnement est riche et à quel point il peut avoir un impact, vraiment significatif sur la vie des enfants et de leur famille également. Si tu devais décrire alors une fonction que joue le service Horizon auprès des jeunes et des familles, ce serait laquelle pour toi? Hem,
Maintenant, concrètement, de ce que j'ai pu observer, le travail se fait sur plusieurs axes, hein. Donc, il y a l'axe autonomie, on vient travailler les aspects du quotidien. Il y a un axe socialisation et intégration, où on est plutôt dans le renforcement des compétences sociales, à travers donc des ateliers, des activités communautaires ou autres. Il y a un soutien à la scolarité, il y a un travail aussi sur l'aspect familial, où on vient renforcer le lien de parentalité, on vient aider les parents à s'exprimer, à partager leurs peurs, leurs préoccupations, mais aussi leurs succès, hein, c'est important. Mhm. Il y a aussi un axe de soutien psycho-affectif ou de bien-être. Et donc l'accompagnement se fait sur plusieurs aspects de la vie, sur plusieurs axes. Et finalement, ça m'a amené un peu à percevoir l'accompagnement comme une sorte de pont ou encore un espace sécure entre le formel, qui est l'école, l'administration, le médical, et l'informel, qui est la maison et la vie quotidienne. C'est vrai qu'après ce mois de stage, parce que c'est quand même court et finalement, je vois que tu as quand même perçu assez bien de choses. Tu dirais que le métier de l'accompagnement est plutôt un métier simple, quelque chose de naturel ou plutôt complexe? Et qu'est-ce qui te fait penser le choix que tu ferais dans ce que je viens de te poser comme question? Si je devais faire un choix, je dirais que c'est plutôt complexe parce que, déjà on part du principe que chaque enfant est unique, avec des besoins, des capacités et des défis, spécifiques, et donc l'accompagnement doit être capable, ou plutôt l'accompagnateur doit être capable de comprendre les différentes formes de handicap et de savoir s'adapter, et donc émotionnellement, ça peut être prenant, pardon, ça peut on doit être constamment à l'écoute, on doit savoir créer des liens, même quand les enfants n'ont pas accès au langage. Il faut aussi savoir gérer les attentes des parents et parfois les déceptions. Il faut savoir collaborer avec le réseau. Donc il y a aussi parfois, il faut maîtriser l'aspect légal car on peut être face à des situations complexes et donc voilà, ce qui pourrait, enfin, ce qui m'emmènerait à dire que c'est un métier plutôt complexe. Il y a bien des qualités requises qui peuvent être naturelles chez l'accompagnateur, comme l'empathie et la patience, mais ça reste quand même un métier exigeant à mon avis Mhm. et enrichissant aussi à la fois. Tu as fait 2 stages dans des structures différentes. Est-ce qu'il y a des différences marquantes que tu as pu remarquer entre les 2? C'est bien 2 structures et 2 démarches différentes. Donc mon premier stage a eu lieu en psychiatrie. Donc là, on parle plutôt de soins, qui est, c'est vrai qu'on a tendance à confondre les 2, soins et accompagnement. Mais je dirais que plutôt le soin, c'est un peu on est dans la gestion ou le traitement des symptômes, alors qu'en accompagnement, on est plutôt dans l'aide, dans le soutien et on n'est pas forcément dans la recherche, du traitement ou de la guérison. En psychiatrie aussi, donc c'est un environnement qui est structuré, avec des protocoles plus stricts et avec un cadre qui peut être parfois rigide. Donc c'est beaucoup moins personnalisé, donc on vient poser un cadre et c'est aux patients de s'adapter. Il y a aussi, la notion de temporalité, où le temps passé avec le patient est limité, ce qui permet pas forcément de construire des liens authentiques et ça, le patient le perçoit et donc j'avais tendance à remarquer que certains patients s'inscrivaient un peu dans la même démarche, où ils racontaient un peu aux professionnels ce qu'il avait envie d'entendre et ce qui n'aidait pas forcément, à atteindre le but recherché. Et donc, enfin, en psychiatrie, j'avais remarqué que la notion de projet était quasi absente. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu constater, de ce côté-là. Mmh. Maintenant, si on parle de l'accompagnement, j'ai l'impression que c'est plus flexible. Le bénéficiaire est placé au centre, et donc c'est aux accompagnateurs de s'adapter à ses besoins. Et c'est une approche beaucoup plus globale, donc on prend en compte, plusieurs aspects,
des aspects psychosociaux, des aspects de la vie quotidienne et aussi de l'environnement de l'individu. J'ai juste envie de te Bien poser sûr. la question, avant que tu parles la suite là. Tu parlais de prendre soin, tu faisais une différence. Mais j'ai envie de te poser une question comme ça spontanément. Est-ce que tu penses pas que tu parles beaucoup de créer du lien, d'accompagner, d'être là et de s'adapter, l'adaptation? Est-ce que c'est pas une forme de prendre soin finalement ça? C'est bien une forme de prendre soin, mais moi je tenais quand même à différencier les concepts, pour qu'on soit plus clair parce que sinon, ce serait quand même un peu trop de s'attendre qu'il y ait aussi un accompagnement, du côté, des professionnels en psychiatrie, ce qui pourrait peut-être, un peu, ce qui ne serait peut-être pas, réalisable de leur côté au vu des ressources, Mmh. et des contraintes, organisationnelles. Et quand tu parles d'adaptation, tu peux me dire concrètement comment tu l'as vu à l'œuvre dans l'équipe, dans les pratiques? Bien sûr. Si je pourrais, ajouter quelque chose, c'est par rapport aux 2 services ou 2 démarches, citées. Donc la psychiatrie ou plutôt la notion de soins et la notion d'accompagnement. Moi, je dirais que ce sont 2 démarches, qui peuvent être complémentaires, hein. Je pense, à des personnes qui ont des besoins complexes en matière de santé mentale ou même dans le domaine, du handicap, dans le cas d'un double diagnostic, par exemple. Donc on aurait besoin des deux dimensions. Pour revenir à ta question par rapport à l'adaptation. Oui. Qu'est-ce que concrètement tu as pu observer? Tu parlais que voilà, l'accompagnement, c'est une forme d'adaptation. Tu parlais aussi de flexibilité. Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Ou est-ce que tu as pu observer des choses concrètes, pratiques qui t'amènent à ça, en fait, à penser ça? Oui. Donc c'est flexible dans la mesure où, c'est une approche personnalisée, où on prend son temps, on s'adapte aux besoins spécifiques du bénéficiaire et à son rythme. Et donc c'est de se dire, qu'on est prêt à faire le pas pour aller chercher l'autre, dans sa souffrance un peu. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup de liberté dans la manière de faire, et donc ce qui ouvre, la voie à la créativité. Maintenant concrètement, l'adaptation se fait à plusieurs niveaux. Déjà dans le fait, de s'adapter au planning des familles. Donc c'est, de leur donner le choix de les accueillir, ici sur place ou d'aller, à domicile. De réaliser des activités qui ont du sens pour l'enfant, qui s'inscrivent un peu dans le projet, de l'enfant. Hem, c'est le fait aussi de toujours laisser le choix à l'enfant et d'insister sur son droit donc à dire non, si une activité ou une proposition ne lui convenait pas. Donc voilà, j'ai vu l'adaptation, vraiment à plusieurs, niveaux. J'aime beaucoup ce que tu dis finalement, aller chercher l'autre dans sa souffrance et aussi tu parles de pouvoir aller chercher quelque part la subjectivité de l'enfant, hein, son droit à dire quelque chose ou en tout cas avoir son mot à dire sur ce qui est mis en place. Et tu as parlé de projet tout à l'heure et ça c'est intéressant parce que il est vrai que la notion de projet revient souvent dans notre secteur, hein, du côté de cas de l'AVIC. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et selon toi, à qui ça profite le plus et pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire finalement un projet? Mmh. En effet, j'ai évoqué que la notion de projet est fort présente dans le secteur. Donc en globalité, pour moi, un projet, c'est ce qui se construit, avec et autour du bénéficiaire ainsi que sa famille. Et donc c'est tout le travail de réflexion qu'on fait au départ. Donc ça peut commencer à partir du moment où on reçoit la demande, de se poser des questions donc voilà, quelle est concrètement la demande de la famille? Quels sont les besoins de l'enfant? Quelles sont ses ressources? Donc des ressources qu'on pourrait, éventuellement développer ou alors les limites ou les points d'amélioration à travailler. Le projet, c'est aussi les objectifs qu'on vient mettre en place en fonction de l'analyse de la demande et les moyens pour y arriver. Et c'est aussi, faut pas oublier l'aspect évaluation et réajustement qui vient se faire après, après ou en cours de route, c'est une manière
toujours d'adapter l'accompagnement aux besoins de l'enfant. J'entends très bien que tu trouves la notion de projet intéressante. Et alors, je vais te poser une autre question parce que c'est souvent un questionnement qui circule entre nous. Mais voilà, en tant que stagiaire, ça m'intéresse d'entendre un petit peu ton point de vue là-dessus. Mais est-ce que tu penses que cette notion de projet qui est intéressante pour toi, est-ce qu'elle peut parfois avoir des limites ou même devenir un frein dans certaines situations? En effet, cette notion de projet, déjà tu avais posé la question à qui ça profitait. Moi je dirais ça peut profiter à l'enfant et à la famille d'un côté. Donc ça peut dans la mesure où ça vient donner du sens à l'accompagnement, donc en permettant une approche qui est sur mesure, qui est centrée sur, la personne. Et ça peut profiter aussi aux bénéficiaires en même temps parce que ça met du cadre. C'est une sorte de feuille de route qui permet donc de structurer les interventions et de se concentrer sur des objectifs bien précis, donc pour pouvoir un peu, évaluer et réajuster. Et quel serait l'autre côté de la médaille? Maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est de tomber dans la rigidité. Donc si le projet devient un cadre strict, ou figé, qui tient plus compte des besoins changeants des bénéficiaires ou même des accompagnateurs. Hem, on pourrait aussi tomber dans la recherche des résultats. Donc, je parlais tout à l'heure d'évaluation, mais donc, il faut éviter que ça soit ressenti ou que ça soit, vécu comme une pression pour atteindre des objectifs fixés. Ce qui peut emmener à une approche plutôt axée sur la performance, sur la productivité, plutôt que sur le bien-être de l'enfant ou de l'accompagnateur. Et donc, là, on n'est pas loin des pratiques managériales, ce qui est pas, le Tout, but tout à recherché. fait, ça me faisait penser à ce que tu disais au départ. Je dirais ce que j'entends chez toi qui est très intéressant, c'est que finalement le projet est au service du bénéficiaire et pas le bénéficiaire au service du projet professionnel. C'est peut-être ce qui peut marquer cette recherche, en tout cas dans le travail humain qu'on tente de faire. Si tu devais retenir un moment marquant de ce stage, lequel te viendrait à l'esprit et quel moment t'a particulièrement touché? C'est vrai qu'un mois, ça peut être court, donc il y avait pas, spécialement un moment marquant, mais pour moi, chaque, 1 contact, donc à chaque fois que j'ai eu un premier contact avec un enfant ou une famille, ça a été un moment marquant. Parce qu'au début, j'étais un peu stressée à l'idée de les rencontrer. Je me demandais comment, les enfants ou les parents allaient réagir à ma présence, parce qu'on sait un peu dans le domaine du handicap, à quel point ça peut être difficile de s'ouvrir aux autres et de partager son expérience. Hem, donc il faut vraiment s'y prendre avec beaucoup de délicatesse. Donc j'avais vraiment peur de déranger ou d'être perçue comme une intrusion dans leur espace familial. Mais en fait, au contraire, ils étaient plutôt accueillants et réceptifs. Ils ont fait preuve de beaucoup d'ouverture, et donc j'étais agréablement surprise de ce côté-là. Mhm. Et si je devais peut-être penser à un moment particulier, je dirais peut-être une rencontre avec un enfant de 9 ans. Heu, il dégageait vraiment une confiance incroyable, donc même quand il parlait de ses difficultés à l'école, il le faisait avec une assurance et une sagesse, surprenante. Donc on avait fait le trajet ensemble de l'école à la maison et au bout d'un moment, il a pris l'initiative, il m'a invitée dans sa chambre et il m'a montré ses jouets, ses livres préférés et donc ce geste m'a vraiment marquée parce que voilà, ça témoignait d'une confiance incroyable et d'une envie de partager une partie de son monde finalement. Donc voilà, c'était touchant et inspirant à la fois. Dans ce que tu dis, j'entends deux choses. C'est que tu parles de délicatesse et finalement tu parles d'accueil. Et moi, j'entends ici que beh, c'est un peu comme si tu me disais la délicatesse, ça permet d'accueillir, mais aussi à partir du moment où on accueille l'autre dans une forme de délicatesse, on se sent aussi accueilli par l'autre. Je pense que c'est important, cette réciprocité dans ce qui se passe dans le travail, comme ça. Tout à fait, il y a une sorte de lien subtil qui se tisse comme ça un peu, entre les 2 parties. Et donc, peut-être, une particularité du monde du handicap, c'est de se rendre compte à quel point ce lien donc il est vraiment pur, il est d'une pureté et d'une innocence pardon, qu'on ne retrouve
pas forcément ailleurs. Et donc, c'est assez particulier, c'est assez touchant et c'est un lien qu'il faut, préserver et nourrir. Et donc, voilà, c'est peut-être, sur le plan personnel ce que ça m'a appris aussi, hein, donc c'est ce moment avec, ce petit, c'était vraiment de se dire on a finalement beaucoup à apprendre de ces enfants, donc qui malgré les obstacles, ils gardent le cap et ils font preuve d'une résilience, extraordinaire. Imaginons que ton stage avait duré plus longtemps ou durerait plus longtemps, ce qui se fait habituellement hein, quand on reçoit un stagiaire ou une stagiaire. Qu'est-ce que tu penses que ce stage peut apporter de bénéfique à un futur travailleur social ou en termes d'expérience et de préparation? Ce que ça pourrait apporter, hein, donc dans une version un peu plus longue, c'est, de sensibiliser peut-être davantage à la notion d'accompagnement, donc d'amener vraiment une compréhension pratique de celui-ci. Et aussi de se rendre compte, moi personnellement, ça m'a confirmé l'importance de certaines qualités, donc qui sont un peu la base de l'accompagnement, que ce sont l'empathie, la patience et la bienveillance. Donc il faut se dire que voilà, en tant que stagiaire, on a une position d'observateur, hein, donc c'est un privilège, je dirais et donc ça offre une perspective vraiment intéressante, et donc il faut en profiter pour apprendre les bonnes pratiques, mais aussi pour prendre connaissance, ou plutôt conscience de celles qui pourraient mettre à mal le bénéficiaire, pour les éviter. Ça pourrait aussi apporter une réflexion sur notre préparation à travailler dans le monde du handicap, de se poser la question si on est compatible, ou pas. Et donc il faut oser dire, voilà: «Ce n'est pas pour moi», et voilà, si on se sent pas à l'aise, il faut savoir, faire un virage comme moi je l'ai fait dans ma carrière, et donc aller vers un autre secteur où on se sent plus à l'aise ou parce qu'il faut vraiment y aller avec le cœur, sinon, ça sert pas à grand chose. Heu, donc voilà, de ce que j'ai appris, c'est vraiment la démarche doit être sincère, parce que ça se ressent et au cours de mes formations, et de mes stages, j'ai eu l'opportunité d'observer plusieurs, professionnels en action et je peux vous dire que ceux qui arrivent vraiment à créer le lien, avec le patient ou le bénéficiaire sont ceux qui sont sincères dans leur démarche et qui y vont avec bienveillance. Donc en d'autres termes, ce sont ceux qui sont animés par une bienveillance authentique. Donc il y en a ceux qui diront peut-être que l'empathie, ça s'apprend, ça peut s'apprendre, mais je suis pas très d'accord. Tu as le Heu, droit. En tout cas, quand elle est présente chez le professionnel, et surtout quand elle est combinée à de la patience et de la bienveillance, ben, le bénéficiaire c'est assez subtil, mais le bénéficiaire le perçoit et ça permet une ouverture positive. Donc finalement, sans le vouloir, peut-être un accompagnement peut être thérapeutique. Oui, oui, tout à fait. Bah, il y a certainement des effets thérapeutiques de l'ordre de la relation, c'est certain. J'avais peut-être une dernière petite question avant ma dernière question prévue avec toi. Quand tu parles de que faire un stage chez nous, ça peut être une manière de voir un peu comment se passent les bonnes pratiques. Hein, tu parles de bonnes pratiques. Mais moi, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu penses que les bonnes pratiques, c'est un mode d'emploi que les professionnels connaissent par avance, qu'ils savent et qui n'ont plus qu'à suivre, ou en tout cas, il y a une manière de faire qui est toujours constante et qui se remet en place, ou tu penses plutôt que les bonnes pratiques, et on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la recherche. Comment tu as perçu ça au sein de notre service? Bah, il y a plusieurs aspects, je dirais il y a une partie, il y a une partie qui vient avec, l'enseignement, une partie théorique où il faut, forcément connaître les pathologies, différentes sortes de handicap, par exemple. Il y a une partie aussi qui est théorique, qui est issue du terrain et donc enfin c'est, enfin l'effet de l'expérience, hein, donc on finit par apprendre et par, finalement se sentir plus à l'aise dans le lien et peut-être arriver à le construire beaucoup plus rapidement. Et donc voilà, il y a la partie, comme je disais, qui est liée à la personnalité, et donc je ne cesserai pas de le répéter, empathie, et bienveillance, donc Mhm. c'est la clé. Alors pour conclure, si tu devais choisir parmi les différents termes que je t'ai mis là sous cette feuille,
Pour déterminer l'accompagnement, lequel ou lesquels choisirais-tu parmi ceux-ci? Alors pour ceux qui écoutent, j'ai proposé à Leïla une dizaine de mots, de mots-clés, mais voilà, j'ai même mis autres si tu avais, mais voilà, si tu devais choisir 2, 1 ou 2 mots ou 3 mots-clés, qui détermineraient pour toi l'accompagnement, en tout cas ta vision d'accompagnement après un mois de stage, je le rappelle bien évidemment, tu choisirais quoi? Tu t'en dirais quoi par rapport à ces mots? Donc, parmi les mots proposés, donc ils pourraient tous être adaptés, hein, la notion de l'accompagnement. Mais si je devais faire un choix, j'irais plutôt vers un processus de transformation et un cheminement. Donc, voilà, si je pouvais faire, enfin, j'en choisir 2, parce que pour moi, un peu, la manière dont je perçois l'accompagnement en ce moment, c'est vraiment d'aller retrouver l'autre, comme j'ai déjà évoqué, dans sa souffrance et c'est un peu de lui tendre la main, pour faire un bout de chemin ensemble, et pour l'emmener un peu doucement dans un endroit où il se sentira mieux, donc sans forcer et sans nuire et c'est tout un art et forcément ça va pas de soi. Exactement. Et merci beaucoup Leïla, pour ce temps d'échange, hein, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger ton regard sur cette expérience que tu as pu faire. On te souhaite en tout cas une belle suite dans ton parcours, riche de tout ce que tu as pu découvrir ici et ailleurs, et ce que tu découvriras aussi par la suite. Merci aussi aux auditeurs pour leur écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à toi.